Dans un peu plus de 4 heures, à minuit exactement, la campagne officielle pour le premier tour de l'élection présidentielle aura pris fin. L'heure du verdict approche. À 36 heures de l'ouverture du scrutin dimanche matin, nous vous rappellerons les principales recommandations sur ce que vous devez savoir avant de pénétrer dans le bureau de vote. Après la décision de l'Italie de se retirer partiellement du marché commun, M. Pierre Messmer a réuni ce matin un conseil interministériel afin de tirer les conséquences de cette décision pour notre pays. Étrange enlèvement à Neuilly, le directeur d'une banque espagnole à Paris enlevé par 3 hommes masqués et armés alors qu'il s'apprêtait à conduire ses enfants à l'école, sans doute une affaire politique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Avant d'en venir à l'essentiel de ce qui concerne la campagne présidentielle pour le premier tour, campagne qui prendra officiellement fin donc ce soir à minuit, voyons cette étrange et spectaculaire affaire d'enlèvement qui s'est déroulée ce matin, mais qui n'a été connue que dans le milieu de l'après-midi. C'est le directeur de la banque de Bilbao en France, une banque espagnole, qui a été enlevé par 3 hommes masqués et armés alors qu'il sortait ce matin de son domicile à Neuilly. Depuis lors, aucune demande de rançon n'a été formulée, et bien qu'il semble que M. Balthazar Suarez ne s'occupait pas particulièrement de politique, tout porte à croire que cet enlèvement a des implications politiques. M. Balthazar Suarez est âgé de 43 ans et il est père de 4 enfants. Tout s'est passé très vite, il est 8h30 ce matin, M. Suarez sort de son domicile à Neuilly, accompagné de 2 de ses enfants qu'il s'apprête à conduire à l'école. Au moment où il monte dans sa voiture garée dans le parking de son immeuble, 3 hommes masqués apparaissent brusquement et le font monter de force dans une voiture, laissant les 2 enfants atterrés. Immédiatement alertée, la police a déclenché une enquête et ne dispose pour le moment que de faibles indices. Un paquet de cigarettes, dit-on, et un trousseau de clés retrouvé sur place. Mais le gardien de l'immeuble a peut-être vu, dès hier soir, les ravisseurs de M. Suarez, alors qu'ils étaient peut-être venus préparer leur enlèvement. Écoutons son témoignage. Suite aux questions de la police, j'ai répondu, et c'est exact, que j'ai vu la veille, coïncidence, 3 types, moi j'appelle ça des types douteux. J'ai rien, encore une fois, contre les cheveux longs, mais ils avaient des cheveux jusqu'à là, enfin, un peu, enfin, genre hippie. Ils sont montés, ils sont passés devant la loge ici, bride abattue, et ils sont passés par là, justement, dans l'immeuble de M. Suarez. Et ma femme, le soir, a vu, vers 7 heures, comment dirais-je, des types, 3 types encore, je ne dis pas que ce sont les miens, hein, mais qui se baladaient dans le machin au B, là, dans l'immeuble en face, le petit immeuble. Et elle me dit, tiens, j'ai vu 3 types, pareil, douteux, mais elle prétend qu'il y avait un blond dedans, ce qui se peut, et moi, c'était apparemment, je dis bien apparemment, des types bruns. Monsieur Suarez a accédé au poste de directeur du bureau parisien de la banque de Bilbao il y a 1 an à peine. Personne ne lui connaît d'ennemi, personne, semble-t-il, n'a eu de nouvelles des ravisseurs depuis ce matin. Un homme extrêmement sympathique, gentil, compétent, et pour qui tout le monde a de l'amitié et de l'admiration. À votre sens, s'agit-il d'un rapt politique? Je vous pose la question. Aucune nouvelle depuis ce matin? Aucune nouvelle, hélas. Quel a été son passé en Espagne? À ma connaissance, il a le passé de la plupart des professionnels de la banque qui se passionnent pour leur métier, qui ont une famille et qui mènent avec dignité et compétence une vie professionnelle jointe à une vie familiale heureuse. Pour l'instant, on ne connaît aucune des exigences des ravisseurs de M. Suarez. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'exigence, il n'y a pas eu de nouvelles, il n'y a eu... aucune demande de rançon? Aucune demande d'aucune sorte. Nous sommes sans nouvelles et nous sommes vraiment désolés. Nous aimerions que notre ami, M. Suarez, soit rendu à sa famille, car c'est une sinistre plaisanterie qui ne peut, à notre sens, mener à rien. Qui sont les ravisseurs? Que veulent-ils? Pourquoi ce rapt? Alors qu'il est, personne ne peut répondre à ces questions. S'il y a du nouveau dans le courant de ce journal, je vous le dirai naturellement. Venons-en maintenant à la politique française. Un conseil interministériel consacré à une question importante et d'actualité est venu rappeler ce matin que, parallèlement à la campagne pour la présidence, l'évolution des grandes questions politiques est constante et ne connaît pas de trêve. Ce conseil interministériel, réuni par M. Pierre Messmer à l'hôtel Matignon,
devait permettre à ses participants, notamment M. Giscard d'Estaing, de voir comment la France peut pallier les conséquences de la décision prise par l'Italie en matière de restriction d'importation. Nous verrons cela en détail dans un instant. Voyons maintenant pour l'essentiel le compte-rendu d'un principaux meeting des candidats à l'élection présidentielle, ensuite et en complément aux diverses interventions que vous avez pu entendre dans notre édition de 13 heures. Pour le ministre des Finances, on ne peut mieux terminer une campagne électorale qu'en la consacrant à la région parisienne. Il y termine un périple de 13 000 km qui l'aura mené dans 34 villes en 12 jours. Aujourd'hui donc, la région parisienne, donc 5 villes, ont été visitées. Sceaux, Courbevoie, Charenton, Saint-Ouen-l'Aumône près de Pontoise ce matin, où Giscard d'Estaing est accompagné de Michel Poniatowski. Il y développa ces thèmes, plus de justice et de sécurité pour les Français, mais il voulut surtout répondre à M. Séguy, qui estime que son élection ferait peser une menace sur la paix sociale en France. Lorsque, par exemple, M. Mitterrand me disait hier qu'il tiendrait compte des indications du suffrage universel, si tout à coup, quand il était président de la République, le suffrage universel donnait une autre indication et revenait plus près de notre majorité. Mais alors, croyez-vous que la menace que M. Séguy adressait pour l'élection du président de la République, il n'adresserait pas de façon plus véhémente encore à son partenaire en lui disant comment vous avez été élu par nos voix et vous avez l'intention de tenir compte du suffrage des autres. Alors, dans ce cas-là, nous organiserons, nous, en France, de profondes perturbations et des troubles sociaux. À partir du moment où la menace entre dans la vie politique, on ne sait pas comment elle s'arrête et on ne sait pas où elle s'arrête. C'est pourquoi, plutôt que de menacer les Français de faire librement leur choix, il faut faire attention au fait que si ensuite les Français voulaient modifier leur choix, on les menacerait sans doute pour les empêcher de revenir à ce qu'ils préfèrent. Et puis cet après-midi à Versailles, devant plus de 3000 personnes, où les jeunes étaient les plus nombreux, Giscard d'Estaing a exprimé sa volonté d'engager la France vers une modernisation de la vie politique. Et soulignant l'importance du choix du président de la République pour l'orientation de la vie politique et économique du pays, il a rappelé que cette élection engageait la poursuite du progrès économique de la France de ces dernières années. Vous savez que cette politique économique de la France, elle est parfois discutée, contestée dans ses résultats, et cependant, quand on la regarde avec objectivité, je dirais presque un peu du dehors, on s'aperçoit que de tous les pays comparables, c'est la France qui a connu, au cours des dernières années, le progrès le plus rapide, et il faut que cela continue. Quand j'assiste à la multiplication des engagements ou des promesses qui sont faites à toutes les catégories économiques ou sociales de la France, et que je me dis si par malheur l'expansion économique de la France s'arrêtait, avec quelles ressources, avec quelle matière paierait-on ces immenses promesses de progrès économique ou social? Quand on a le privilège, car c'est un privilège pour notre pays, de connaître à l'heure actuelle une croissance économique forte et régulière, il ne faut pas jouer avec elle. Ils étaient des milliers hier soir au Palais des Sports. C'est une foule enthousiaste, heureuse, qui a acclamé et porté le député-maire de Bordeaux. Jacques Chaban-Delmas a parlé durant 1 heure, sans cesse interrompu par des applaudissements, des cris d'encouragement et des slogans comme Chaban président, la nouvelle société nous la ferons, De Gaulle, Pompidou, Chaban, et aussi, et peut-être surtout hier soir, Chirac, trahison. C'était le meeting de la jeunesse, le meeting du cœur. C'était l'ultime encouragement. Pour Jacques Chaban-Delmas, l'ultime appel. Le président de la République doit être un homme libre de tous engagements à l'égard de quiconque, sauf du peuple français par le suffrage universel. Cet homme libre, je le suis et je le resterai. À ceux que la générosité ne doit pas conduire à risquer l'apocalypse révolutionnaire, je fais appel
À ceux pour qui le souci légitime de l'ordre ne doit pas masquer le péril d'un pays divisé, je fais appel. À tous les républicains, des socialistes aux modérés, au peuple français, décidés à conjurer le péril d'une France partagée en deux camps hostiles, à tous et à toutes, je fais appel. Ma mission est de convaincre tous les hommes de bonne volonté et d'organiser avec vous, pour le 19 mai, la victoire, votre victoire, pour que la France vive et vive la République. Confortés, réconfortés, les supporters de Jacques Chaban-Delmas ont quitté le Palais des Sports pour les rues de Paris. Tard dans la nuit, sur les Champs-Élysées, ils ont manifesté leur espoir. Chaban-Delmas, lui, ce soir, est à Marseille. Oui, ce soir, les candidats tiennent leur dernier meeting de la campagne pour ce premier tour. Monsieur Chaban-Delmas, vous venez de l'entendre, sera à Marseille. Monsieur Giscard d'Estaing à Charenton. Monsieur Royer à Paris au Palais des Sports. Et Monsieur Mitterrand à Toulouse. Hier soir, François Mitterrand n'avait pas tenu de meeting. Il s'était trouvé opposé à Monsieur Valéry Giscard d'Estaing au cours d'un débat à RTL, comme ce soir d'ailleurs. Il sera opposé dans les mêmes circonstances et sur la même antenne à Monsieur Jacques Chaban-Delmas. Mais hier à Lyon, M. Mendès France a tenu un meeting de soutien à François Mitterrand. Pierre Mendès France a fait sale comble hier à Lyon. 2500 à 3000 personnes étaient venues l'entendre à la Bourse du Travail. L'ancien président du Conseil a commencé par expliquer pour quelles raisons profondes il soutenait François Mitterrand. Les conditions de vie, le niveau d'existence des salariés, de la classe ouvrière, des travailleurs, s'est accru moins vite que l'enrichissement assuré aux entrepreneurs, aux employeurs, aux catégories possédantes. Je ne conteste pas telle ou telle amélioration, je l'ai dit tout à l'heure, mais je prétends que ça n'est que la part proportionnellement la moins élevée qui a profité à la masse du peuple, et qu'au contraire, ceux qui déjà étaient les plus favorisés se trouvent à la fin plus favorisés encore, et que la distance qui sépare, si j'ose dire, les plus riches et les plus pauvres, loin de s'atténuer progressivement, comme le voudrait une simple politique de progrès social, même prudente, que cette distance en réalité s'est élargie depuis 15 ans. Dans la même journée, M. Giscard d'Estaing a promis à un certain nombre de catégories de ce pays de se, ouvrez les guillemets, pencher sur leur sort, fermez les guillemets. Dans la même journée, voici le produit de sa générosité. Militaires de carrière, rapatriés, producteurs de pommes et de poires, je ne sais pas pourquoi il a oublié les autres fruits, viticulteurs, petites et moyennes entreprises, artisans, hôpitaux, assurés sociaux âgés. Et probablement le lendemain, continuant sa tournée, il a encore trouvé quelques autres catégories qui avaient été négligées momentanément. Je dis qu'il y a là quelque chose de révoltant et de choquant et de contraire à ma conception de la démocratie. Mais... Outre ces critiques, Pierre Mendès France a fait des propositions et des révélations. Des propositions, l'étude d'un pool de l'énergie et d'un organisme chargé d'aider les petites entreprises. Des révélations, le rapport du commissariat au plan sur la situation économique de la France a été tenu secret. Enfin, l'ancien président du Conseil a demandé aux Français de saisir la chance qui s'offrait à eux. Le 5 mai, c'est la chance de la France d'accéder à la démocratie politique, le gouvernement du peuple pour le peuple. Pas un effort,
Pas un concours militant d'ici dimanche prochain, pas une voix au scrutin de dimanche ne doivent être perdues. Chacun de nous, en définitive, est dépositaire. Chacun de nous est responsable vis-à-vis de lui, de son avenir et de ses enfants, d'une fraction de la volonté nationale. Chacun de nous, aujourd'hui, est responsable de tout le destin de notre pays. C'est sur la Seine, en bateau-mouche, que René Dumont a donné sa dernière conférence de presse. L'occasion pour le candidat de situer le mouvement écologique sur le plan politique. Si le programme commun de la gauche avait été satisfaisant dans l'ordre écologique... René Dumont a ainsi rappelé qu'il ne se serait pas présenté si le programme commun de la gauche avait pris en compte les thèses défendues par les écologistes. Cependant, toujours d'après René Dumont, le mouvement écologique est une force politique nouvelle, anticapitaliste, un mouvement dont l'objectif est de dénoncer l'économie de profit et de changer la société en limitant la croissance. Quelle position politique nous avons pris, nous, ici, l'ensemble du mouvement écologique. Lors de sa dernière conférence de presse, Émile Muller a précisé avoir reçu l'appui de plusieurs fédérations du Parti radical, du Centre démocrate et des réformateurs. Pour lui, demain, une priorité s'imposera, l'Europe. Puisque nous devons demain donner l'exemple, pourquoi ne pas imaginer que la France puisse mettre en place un grand ministère des Affaires européennes? Est-ce impensable, pour démontrer notre souci, notre décision d'aller de l'avant, de proposer qu'un tel ministère soit mis sur pied? Nous pensons que là, un nouveau gouvernement, avec une nouvelle direction qui sortira de cette consultation, pourra prendre les devants et nous amener à la relance de l'Europe. Alain Krivine était hier soir à Marseille. Pendant près de 3 heures, plusieurs militants du Front communiste révolutionnaire sont intervenus sur les conflits locaux. Puis Alain Krivine a parlé des revendications des travailleurs. Ce n'est pas la semaine de 40 heures qui doit rester un objectif pendant des années. Il faut aller très très vite vers l'obtention de la semaine de 35 heures comme un minimum aujourd'hui dans le cadre de la société. Et alors, l'échelle mobile des salaires sur les indices des organisations syndicales, pas de salaire inférieur à 150 000 francs. Voilà des revendications immédiates, elles ne sont même pas socialistes. Voilà des revendications immédiates qui sont mises en avant dans les luttes. À minuit donc ce soir, les 12 candidats au premier tour de l'élection présidentielle auront tiré leur dernière cartouche, puisque la campagne aura officiellement pris fin. C'est dans cette perspective qu'une sorte de récapitulation va permettre tout à l'heure aux 12 candidats de s'adresser une dernière fois à vous grâce à la télévision. À partir de 20h35 et pour 5 minutes chacun, vous pourrez donc entendre successivement les 12 candidats. Les heures très exactes de diffusion à l'antenne sont d'ailleurs inscrites sur les cartons que vous allez voir sur cet écran. Voici donc l'ordre de passage des candidats: François Mitterrand, Alain Krivine, Émile Muller, Guy Hérault, Bertrand Renouvin, René Dumont, Jacques Chaban-Delmas, Arlette Laguillet, Jean-Marie Le Pen, Jean Royer, Valéry Giscard d'Estaing et Jean-Claude Sebag. Cet ordre de passage des 12 candidats sur nos antennes a été déterminé par un tirage au sort. Et puis, au fur et à mesure que l'on se rapproche de la date fatidique du 5 mai, certains d'entre vous peuvent se poser des questions, comme par exemple, comment voter? Des questions auxquelles nous allons d'ailleurs maintenant répondre, vous allez voir, c'est utile. C'est arrivé demain. Voici ce qui se passera dimanche matin dans toutes les mairies de France. Mesdames, Messieurs, voulez-vous constater que cette urne est vide? Nous la fermons avec les cadenas. Les clés des 2 cadenas fermant l'urne seront remises aux assesseurs. Le scrutin est ouvert. Pour voter, vous présentez une pièce d'identité et votre carte d'électeur. Le bureau de vote est ouvert dès 8 h, parfois même 6h30. Fermeture à 18 h, 19 h, 20 h selon les villes. Renseignez-vous à votre mairie. Mais surtout, pensez à prendre votre carte d'électeur. Sinon... Monsieur. Oui.
d'identité. Je suis désolé, je crois que j'ai pas ma carte d'électeur. Vous me donnez une pièce d'identité, soit carte d'identité, passeport ou livret de famille, quelque chose qui justifie votre identité. Bon, alors vous allez voir le président du bureau de vote si vous êtes porté sur les listes électorales. Si vous êtes porté sur les listes électorales, vous pouvez voter d'après votre carte d'identité, monsieur. Il est préférable que vous preniez plusieurs bulletins car le vote est secret. Monsieur, s'il vous plaît, vous passez dans l'isoloir, c'est obligatoire, merci. Si vous oubliez de passer dans l'isoloir, votre vote est annulé. Vous ne devez glisser qu'un seul bulletin dans l'enveloppe, sinon le vote est nul. Ne gribouillez pas non plus sur votre bulletin, il serait nul également. Et si vous ne mettez pas du tout de bulletin dans l'enveloppe, votre vote est blanc. N'oubliez pas que les votes blancs et nuls ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés. Par exemple, s'il y a 20% de blancs, de nuls et d'abstention, la majorité absolue qui permet d'être élu au premier tour ne représente plus en fait 50%, mais 40% des votants. Avant de mettre votre bulletin dans l'urne, vous présentez vos 2 cartes au président du bureau qui vérifie que vous êtes inscrit. Si on vous a donné procuration, présentez également l'attestation qui vous a été remise par le tribunal d'instance. Le vote n'est pas obligatoire au sens juridique du terme, c'est-à-dire que l'électeur qui ne vote pas ne sera pas sanctionné pénalement. Cependant, le vote est une obligation sur le plan moral et c'est la raison pour laquelle on parle de devoir civique. À voter. J'ai oublié de faire ma demande de vote par correspondance ou par procuration. Est-ce que je peux encore le faire pour le 2e tour? Vous pouvez encore le faire pour le 2e tour, mais à condition bien entendu de vous y prendre au moins une semaine à l'avance. À voter. Pourquoi est-ce qu'il y a une bougie? Cela semble assez désuet, mais c'est une question de réglementation. Il faut que l'urne soit constamment éclairée en cas de panne d'électricité. La bougie est là. 5 mai, 19h45, sur la Une, soirée spéciale élection. À 20h précise, à l'heure à laquelle les bureaux de vote fermeront, l'ORTF donnera l'estimation des résultats. Une estimation établie par la Sofres, à partir de 315 bureaux de vote représentatifs répartis à travers la France et traités par ordinateur. Tous les moyens techniques de l'ORTF sont prêts pour que vous soyez présents partout. Hier, le président directeur général, M. Marcelon, avait tenu à en passer personnellement l'inspection. Et lundi matin, de 7h à 9h, émission spéciale. Rappel des résultats, analyse, commentaires, revue de presse, déclaration. À partir de dimanche soir, votre chaîne, ce sera la Une. Les mesures protectionnistes prises par l'Italie ont été examinées ce matin à l'hôtel Matignon. M. Marcelin espère que malgré sa décision, l'Italie restera dans les institutions communautaires. Quant à M. Jobert, évoquant 1968 où la France avait été amenée, elle aussi, à prendre des mesures unilatérales, il a rappelé que ces mesures avaient été précédées de concertations préalables. Moyen-Orient, après 10 heures de discussions serrées avec les dirigeants israéliens, Henry Kissinger est arrivé en Syrie vers midi. Il a quitté Tel Aviv animé d'un optimisme très modéré. Malgré tout, comme à son habitude, il emporte avec lui un plan de désengagement dans le Golan comparable à celui de Suez. Madame Kissinger n'accompagnait pas son mari. Irlande. Un bar à Belfast saute pour la 2e fois, mais cette fois le bilan est lourd. 5 tués, une vingtaine de blessés. Depuis 1969, plus de 1000 personnes ont trouvé la mort dans des attentats en Ulster, dont 80 depuis le 1er janvier dernier. Cette fois, la bombe était placée derrière le bar et la majorité des clients étaient des catholiques qui avaient l'habitude de se retrouver dans ce pub au milieu du quartier protestant. Voilà pour l'essentiel des nouvelles de la journée. Notre journal est terminé. Merci de votre attention et je vous souhaite au nom de toute notre équipe une excellente soirée. Bonsoir.